Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Interinvest où on va parler aujourd'hui de capital investissement immobilier. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Morgane Aubrin. Je suis en charge des partenariats au sein du groupe Interinvest. Je suis accompagné, vous l'avez compris, de Guillaume Dunnevabre, notre gérant sur notre stratégie de capital investissement immobilier. Merci, mon cher Guillaume, de se prêter à cet exercice. Donc, on va prendre un webinaire à peu près entre 30 et 45 minutes. Et on est très heureux d'être ici et on répondra, je vous le redis, à toutes vos questions. Alors, mon cher Guillaume, ce que je te propose en guise de préambule, c'est peut-être de faire un rapide point sur notre groupe, notre société de gestion. Alors, très rapidement, vous nous connaissez. Le groupe Interinvest, vous savez que c'est un groupe familial indépendant. Vous savez qu'on a quatre activités. Une de nos activités, je le répète, c'est une société de gestion qui s'appelle Élévation Capital Partner, agréée par l'AMF depuis 2015. Cette société de gestion, elle a différentes thématiques. Une de nos thématiques, c'est du capital investissement immobilier. On y reviendra tout au long de ce webinaire. Notre société de gestion, elle est en croissance, elle est dynamique. On devrait lever cette année entre 100 à 150 millions d'euros. C'est une occasion à nouveau de remercier l'ensemble de nos partenaires aujourd'hui très nombreux présents qui nous font confiance, car c'est grâce à vous justement qu'on arrive justement à être en croissance et à atteindre ces volumes. Premier point, on a la chance également d'avoir des gens de grande qualité. On investit beaucoup dans des outils et dans des hommes, et nos gérants sont un parfait exemple. Et puis le troisième point, c'est qu'on a la chance d'avoir un historique, un track record qu'on est en train de construire, qui est très performant. Je pense qu'on y en dira quelques mots tout à l'heure, mon cher Guillaume, sur l'historique et les nouvelles exits qui vont arriver justement sur cette stratégie de capital investissement immobilier. Alors, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'à mon avis, nos partenaires ont hâte d'avoir un peu ton avis et ta position sur le point marché. Juste avant de parler du point marché en quelques mots sur l'immobilier, je te propose de faire en préambule un très, très rapide rappel sur quelle est notre stratégie de PI immobilier au sein de notre société de gestion Élévation Capital Partner. Oui, merci Morgane. Et je pense que c'est effectivement important pour nos partenaires que je leur rappelle quelle est la stratégie qu'on a décidé d'adopter sur le private equity immobilier. C'est important dans le contexte actuel et on va y revenir après parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de notre stratégie de private equity immobilier, puisque ce qu'on a décidé de faire au moment où on a lancé cette gamme de fonds à la fin de l'année 2020, c'était d'avoir une stratégie diversifiée sur différents sous-secteurs du marché immobilier. Et ce que ça permet, c'est de pouvoir se positionner de façon agile à un moment donné sur les secteurs qui, selon notre analyse, vont être les plus dynamiques. Donc, si on revient de façon très pratique aux différents secteurs d'activité qu'on regarde, il y a d'un côté ce qu'on appelle les métiers de la valorisation d'actifs immobiliers, qui vont regrouper les métiers de la promotion immobilière, de la réhabilitation et tout ce qui est opération de marchand de biens. Donc, en gros, c'est des métiers qui consistent à acquérir un bien immobilier et puis à le valoriser. Donc, soit on y bâtit un terrain nu, on va bâtir un immeuble qui peut être résidentiel ou de bureau. Ça peut être acheter un immeuble, y faire une rénovation énergétique, donc par exemple de la réhabilitation, et puis ensuite le revendre à une marge, avec une marge soit en bloc, soit à la découpe. Et en général, c'est des métiers qui font souvent, où nos partenaires font souvent appel à ce qu'on appelle de l'effet de levier, donc de la dette bancaire. On va revenir sur ce point après parce que c'est important dans le cadre de notre positionnement. Deuxième gamme de métiers qu'on regarde, c'est tout ce qu'on appelle chez nous l'immobilier géré. Donc, c'est de l'exploitation commerciale d'actifs immobiliers. Donc, on va s'adresser à des opérateurs de marché pour qui un actif immobilier est très important de l'exercice d'une activité économique. Donc, on va avoir tous les métiers de l'hôtellerie de plein air, donc les campings, tout ce qui est résidence de service. Donc, ça regroupe pas mal de choses, hein. Il y a par exemple les résidences de seniors, ça peut être les résidences étudiantes, mais ça peut être aussi des métiers d'éducation, les écoles typiquement qui ont besoin de bâtiments importants ou encore les cliniques spécialisées par exemple. Dernier secteur qu'on regarde dans l'immobilier géré, c'est tout ce qui est nouveaux usages immobiliers. Donc là, c'est les secteurs qui vont être en croissance liés à des changements culturels, nouvelles façons de travailler, donc le coworking, le flex office, nouvelles façons de se loger, donc le co-living, etc. Donc pour revenir à l'environnement de marché sur lequel on va passer un petit moment juste après, euh, en fait, on a des métiers qui vont répondre à des logiques de croissance générale de l'activité économique, des métiers comme l'hôtellerie, par exemple, des métiers qui vont être plus opportunistes, comme tout ce qui est marchand de biens, et on va avoir des métiers qui vont répondre à des dynamiques plus structurelles, vieillissement de la population, donc avec, par exemple, les résidences seniors. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh,
ce qu'on voulait vous faire, c'était un point sur le marché de l'immobilier. Euh, et alors, ce qui est important ici, c'est de vous expliquer comment nous, on va réagir à l'environnement actuel. Donc, sur le marché de l'immobilier, on a distingué entre le marché de l'immobilier ancien et le marché de l'immobilier neuf. Le grand point commun, c'est qu'il y a une très forte baisse des volumes. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette page, hein. Dans l'immobilier ancien, on a moins 16% de transactions sur un rythme annuel par rapport à l'année dernière, donc 12 mois glissants. On s'approche des 900 000 transactions par an, alors qu'il y a un an, on était plutôt à 1 200 000 transactions par an en mois glissant, donc ça fait une baisse de 16%. Dans la promotion immobilière, la baisse est encore plus marquée. On a moins 37% de réservations, donc d'activité de marché quelque part, à la fin du premier semestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière. Donc, c'est considérable. Et alors, donc, du coup, on a deux marchés qui freinent beaucoup en volume. Pour ce qui est des prix, dans l'immobilier ancien, ça commence à baisser. Donc, on est à peu près à moins 3% par rapport à l'année dernière. Nous, on pense qu'il va y avoir encore une baisse probablement entre 5 et 10%. Et ensuite, pour ce qui est de l'immobilier neuf, alors là, la situation est différente. La baisse des prix ne se matérialise pas. Pourquoi? C'est parce que la promotion immobilière, c'est un métier où on a quelque part un prix qui est la résultante d'un empilement de coûts, du foncier, des coûts de construction et puis évidemment du coût du financement, puisque et dans un environnement où les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, voilà, c'est plus cher de construire et donc on n'arrive pas à construire et à développer un produit moins cher, ce qui explique du coup la plus forte baisse des volumes probablement dans le neuf que dans l'ancien. Donc, vous l'avez compris, tout ça est lié à la hausse brutale des taux d'intérêt, qui elle fait suite à l'inflation, hein. La Banque centrale européenne, ce qu'elle s'attelle à faire, c'est d'essayer de juguler l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est que comment est-ce qu'on va adapter la stratégie de nos fonds à cet environnement de marché? Et ben, on va être opportuniste sur les opérations de marchand de biens. On est passé d'un marché de vendeurs, où les vendeurs avaient plus de pouvoir, à un marché d'acheteurs, où quand on a des fonds propres, on a la capacité de faire potentiellement des opérations qu'on estime être les bonnes. Donc, on va être opportuniste sur les opérations de marchand de biens. Et vous le verrez tout à l'heure dans le deal flow, on regarde pas mal de choses dans des conditions de prix qui nous semblent aujourd'hui vraiment très intéressantes. Deuxième façon d'adapter notre stratégie, c'est sur les opérations de promotion immobilière sur lesquelles on freine. Alors, c'est pas entièrement de notre fait, c'est aussi lié au fait que voilà, il y a moins d'opérations, c'est plus dur de commercialiser aujourd'hui, et donc il y a moins d'opérations qui se lancent, et donc moins d'opérations à financer. Très clair, Guillaume. Est-ce que tu peux nous parler maintenant à présent de l'immobilier géré? Je crois savoir que les indicateurs sont plutôt verts. Alors oui, sur le marché de l'immobilier géré, la situation est bonne sur l'ensemble des secteurs d'activité qu'on regarde. Alors l'exemple le plus parlant, c'est l'hôtellerie, hein. Le prix moyen d'une chambre depuis un an a augmenté d'à peu près 30% sur l'ensemble du marché français, hein, quelle que soit la catégorie de chambre. Donc on est sur un marché qui est en croissance. Les taux d'occupation n'ont pas encore retrouvé les chiffres d'avant le Covid, ce qui veut dire qu'on pense, nous, qu'il y a encore une réserve de croissance sur ce marché-là. Pour ce qui est des nouveaux usages immobiliers, alors on vous a mis quelques chiffres sur le marché du bureau opéré, qui va regrouper notamment tout ce qui est coworking, flex office, etc. Et on a des taux d'occupation qui sont à plus de 91% à fin 2022. Nous, ce qu'on constate sur la société de notre portefeuille qui s'appelle M2DG au 30 juin 2023 et même au 30 septembre, c'est que cette tendance se confirme. On est toujours à plus de 90% dans les espaces qu'il gère. C'est aussi un marché qui est en forte croissance, hein. On attend une croissance de plus de 17% annuelle entre 2017 et fin 2024. Et pour revenir à notre société en portefeuille, nous, on a des taux de croissance qui sont observés, qui sont supérieurs à ça. Enfin, dernier élément factuel, c'est sur les résidences seniors. Bon, on a un vieillissement de la population, hein. On attend 35% de personnes de plus de 75 ans en 2030 par rapport à 2020. Donc, c'est un marché qui croît de façon continue du fait du vieillissement de la population. L'autre chiffre qu'on aime bien donner, hein, c'est voilà, la dépendance statistiquement en France, c'est à l'âge de 82 ans. Donc, en 2028, l'ensemble des personnes qui sont nées en 1946 devraient statistiquement, pour certains, commencer à entrer dans des phases de dépendance, ce qui va nécessiter de pouvoir accueillir ces personnes-là, donc de faire croître le marché. Donc, en gros, pour résumer,
la façon dont nous, on va adapter notre stratégie qui, je le rappelle, est diversifiée et qui nous permet d'être agile, c'est de continuer à investir sur le secteur de l'hôtellerie. On l'a pas mal fait au premier semestre. On va continuer de le faire puisque c'est un secteur qui connaît, selon notre analyse, des bonnes dynamiques. Et puis, on va aussi essayer d'aller adresser des secteurs de l'immobilier géré qu'on n'avait pas nécessairement adressé par le passé. Et il y a notamment un dossier sur lequel on est assez avancé dans les cliniques dentaires et un dossier de résidence étudiante aussi, qui est un secteur qu'on n'a pas adressé et qui se porte très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'on a bien compris ton analyse et justement la force de cette approche agile et diversifiée. Alors, je te propose maintenant, en quelques mots, de refaire un point sur le portefeuille aujourd'hui et sur l'ensemble de nos fonds ouverts à la commercialisation euh, aujourd'hui à date. Alors, je le rappelle, on a 3 véhicules sur notre stratégie de capital investissement immobilier. On a 2 FPCI, le FPCI Élévation Capital Immo, hein, qui existe depuis fin 2020. Donc, FPCI, fonds professionnel de capital investissement à destination d'investisseurs avertis. On a le FPCI Élévation Immo Remploi, donc qui est pour tous les dossiers éligibles au dispositif de l'apport-cession. Hein. Vous savez que c'est un sujet qu'on maîtrise particulièrement bien au sein du groupe Interinvest. Ça représente à peu près 25% de notre collecte. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous consulter si jamais vous avez des sujets sur cette thématique. Et enfin, le petit frère, la petite sœur, notre FCPR Élévation IMO 2, qui vient dans la continuité du FCPR Élévation IMO 1. Alors, nos FPCI sont investis, pour rappel, majoritairement en equity, en actions. Notre FCPR est un fonds mezzanine, donc investi majoritairement en obligations simples et convertibles. Nos FPCI sont éligibles pour des investisseurs avertis à partir de 100 000 euros. Notre FCPR à partir de 3 000 euros. Hein, donc on a vraiment une offre qui est diversifiée et puis qui peut répondre à toutes les demandes de vos investisseurs, aussi bien personnes physiques, personnes morales. Je rappelle que l'ensemble de nos fonds dispose du quota fiscal. Hein, vous savez, ça vous permet d'avoir une exonération d'impôt sur vos plus-values, exonération personnes physiques et exonération d'impôt d'IS ou taux d'IS réduit pour les personnes morales. Et je rappelle également que le FPCI Élévation Capital Immo est un fonds evergreen, c'est-à-dire qu'il est ouvert au rachat et à la souscription de manière continue. On le verra dans quelques minutes, comme il existe depuis 2020. Là aussi, on a un petit peu de visibilité et on est sorti de la courbe en J avec une VL qui est positive. Un petit mot que tu voulais peut-être dire en Ouais, plus? une dernière chose sur notre gamme de fonds qu'on a construit de façon complémentaire, mais aussi par rapport aux entrepreneurs qu'on finance. L'objet d'avoir autant de véhicules, c'est aussi de toujours avoir l'outil de financement adapté. Donc, on est capable de faire du financement mezzanine sur des opérations de promotion, de réhabilitation ou de marchand de biens. Mais on est aussi capable de s'associer avec nos partenaires à la fois au niveau de ces mêmes opérations, mais également au niveau des têtes de groupe en prenant une participation minoritaire, ce qui nous donne toujours quelque part, ça nous permet d'avoir à chaque fois du répondant avec les entrepreneurs de qualité qu'on rencontre pour pouvoir toujours arriver à les financer quand ça nous semble être de bonnes opérations. Tout à fait. Sans plus attendre, je vous propose de faire un point sur le FPCI Élévation Capital Immo. Hein, donc, on l'a lancé depuis fin 2020. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce fonds? Alors, le FPCI Capital Immo, c'était le premier fonds de la gamme qu'on a lancé, hein, donc fin 2020, début 2021. Les trois choses importantes à retenir sur l'état du portefeuille de Capital Immo à date, le premier, c'est que c'est un fonds qui est investi à hauteur de plus de 80%. Donc, on a 84% au 30 septembre 2023. C'est important parce que ça veut dire que l'argent, les sommes qui nous ont été confiées par les souscripteurs du fonds est aujourd'hui au travail de façon efficace puisque voilà, on n'a pas de cash qui ne produit pas, alors si ce n'est qu'il y a quand même un peu d'intérêt aujourd'hui, mais qui ne produit pas autant de valeur que ce qu'on voudrait. Donc, on a un niveau d'investissement qu'on estime être très bon. Deuxième élément, c'est la répartition des investissements. L'objectif de diversification est atteint. On investit sur l'ensemble des secteurs d'activité qu'on a promis d'investir lorsqu'on a lancé le fonds. Donc, l'immobilier géré, l'ensemble des sous-secteurs d'activité ont été investis à date. Alors, je le rappelle, c'est ce qui fait aussi notre agilité, hein. Cette répartition n'a pas d'objectif réglementaire. Donc, on a la capacité, au fil du temps, sur ce fonds qui est, je le rappelle, Evergreen, de surpondérer certains secteurs d'activité à un moment donné. Le troisième point, c'est le TRI net cible, je vous rappelle, qui était de 8-10%. Donc, l'ensemble des investissements qu'on a réalisés sont en ligne avec cet objectif de rentabilité. Donc, ça veut dire que nous, on doit aller chercher au niveau du TRI brut
au niveau des investissements des rentabilités de 10 à 15% annualisées sur l'ensemble des lignes qu'on va investir. Très clair. Je te propose à présent maintenant de faire le même exercice avec notre FCPR Élévation IMO 1 qu'on a clôturé en début d'année, hein. Le deuxième, vous le savez, vient de sortir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le premier millésime? Ça a l'air de plutôt bien se passer à date. Alors, sur le FCPR Élévation IMO, la conclusion, enfin, l'observation est exactement la même, hein. La seule différence, c'est qu'on a un fonds qui investit, lui, non pas à 84%, mais à 94%. Et ça, c'est permis par le fait que les investissements qu'on réalise sont principalement des investissements obligataires, donc avec des coupons qui sont générés par ces investissements, et donc la capacité à investir plus l'actif du fonds. Donc, trois mêmes messages, hein, investi à très bien investi en proportion, 94%, répartition sectorielle, objectif de diversification atteint. Et au niveau des investissements, donc là, le TRI net cible est de 7%. C'est lié au fait qu'on a une rentabilité qui est souvent plafonnée, hein, c'est des financements obligataires. Alors, ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, au niveau des investissements qu'on réalise, quand on a lancé ce véhicule début 2021, on était plutôt sur des obligations qui allaient porter des intérêts de l'ordre de 10-11%. Et là, mécaniquement, avec la hausse des taux d'intérêt qui a eu lieu, on arrive à reporter cette hausse sur les investissements obligataires qu'on réalise. Donc, on est plutôt généralement aujourd'hui entre 12,5 et 15%, ce qui, on l'espère, pourrait nous permettre d'avoir une rentabilité nette cible pour nos investisseurs, in fine, peut-être un peu supérieure. Très clair. Est-ce qu'on peut faire un point sur les derniers investissements qui ont été réalisés et qui illustrent peut-être justement cette stratégie diversifiée et cette agilité? Oui, absolument. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on adapte la stratégie de nos fonds au marché actuel. C'est qu'on va essayer d'être opportuniste sur des opérations immobilières, puis faire pas mal d'immobilier géré. Donc, du point de vue de l'immobilier géré, on a fait deux transactions dans l'hôtellerie, pardon, depuis le début de l'année. Un combo avec un groupe qu'on connaît bien, qui s'appelle le groupe 3V Hôtel. Donc, c'est un Ibis et un Mercure qui est en construction, qui sera ouvert avant les Jeux Olympiques, donc avant l'été 2024 à HR. Donc, l'intérêt de ce dossier, c'est évidemment de pouvoir bénéficier de ce boost d'exploitation qui aura lieu grâce aux Jeux Olympiques, mais c'est aussi un emplacement d'hôtel puisqu'il est à HR, qui est excellent, puisqu'on est à 20 minutes en RER du centre de Paris, et donc on va pouvoir capter toute la clientèle qui va venir vouloir être à 20 minutes du centre-ville de Paris et avoir des prix de la chambre qui seront inférieurs à 100 euros, par opposition à des prix qui sont très largement supérieurs, notamment quand on est dans Paris intramuros. Donc on est vraiment sur ce type de positionnement là avec un hôtellerie de moyenne gamme, et c'est un investissement sur lequel on a des objectifs de TRI qui sont en ligne évidemment avec ce que je disais tout à l'heure. Pour ce qui est le deuxième dossier, c'est Atalante Hotel. Alors là, c'est un dossier un petit peu différent. On a fait l'acquisition avec une autre société de gestion, ce qu'on appelle un asset manager, qui s'appelle Atalante Hotel, qui gère un petit millier de chambres, un gros millier de chambres même en France à date. On a fait l'acquisition d'un hôtel qui est juste à côté du Stade de France, qui est un ancien hôtel Campanile qu'on va transformer en hôtel Ibis, donc sous enseigne Accor, avant les JO, pareil. Et l'objectif, c'est donc d'améliorer ses paramètres d'exploitation. C'est un hôtel qui n'était pas très bien géré à l'époque. On va augmenter son EBITDA et l'objectif, c'est de le revendre d'ici 4 ou 5 ans en faisant un TRI de minimum 15%. Troisième dossier, Mes Yeux Invest, avec un partenaire qu'on connaît bien qui s'appelle Ideal Group. Alors, sur le coup, c'est un projet de promotion immobilière. On a dit qu'on freinait un peu dessus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce dossier? C'est déjà, un, parce que c'est un partenaire de grande qualité, et deux, parce que le principal sujet aujourd'hui de la promotion immobilière, c'est d'arriver à commercialiser des lots. Et en l'occurrence, là, c'est un dossier où la commercialisation est assurée auprès d'un bailleur social qui s'appelle Aliad, qui est une filiale d'Action Logement. Et donc, on est sur un dossier, je dirais, où le seul risque qu'on prend, c'est le risque de construction, qui est sur le coup quelque chose qui est tout à fait maîtrisé par notre partenaire Ideal Group. Donc là, c'est un dossier sur lequel on espère faire un TRI d'à peu près 12,5-13%, qui correspond au taux d'intérêt de l'avance au comptant qu'on a réalisé dans la société projet. Merci Guillaume pour ce récapitulatif. On en parlait en préambule. Je crois qu'il y a notamment une nouvelle exit qui devrait arriver sur le mois d'octobre, avant peut-être une autre sur cette fin d'année. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur nos sorties? Oui, bien sûr. Alors, pour rappel, la stratégie d'investissement, notre stratégie d'investissement nous permet de faire à la fois des investissements à moyen long terme, en 5-7 ans, mais aussi des investissements dans des projets immobiliers à plus court terme, et donc parfois un peu plus opportunistes. Donc, parfois, on a des retours d'investissement qui sont rapides. Donc, c'est ça l'objet de l'ensemble des sorties qu'on a réalisées à date. Donc, on a réalisé 3 premières, une dans les résidences seniors, c'était à des développements. Arcachon-la-Lèche, c'était
un refinancement de dette bancaire qui a duré quelques mois avec Ideal Group. Et puis, pareil, un refinancement de dette bancaire avec Urbadéquat. Dans tous les cas, on a réalisé des TRI compris entre 12,5 et 30%. Hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. À date, les investissements qu'on réalise portent un TRI qui est en ligne avec les objectifs de rentabilité nette du fonds. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais pour l'instant, ce qu'on fait est en ligne avec nos objectifs. Et on a une dernière sortie qui est pas encore réalisée, mais qui aura lieu vendredi. C'est un investissement qu'on a réalisé au mois de mars 2023. On a financé l'acquisition par nos partenaires d'un immeuble à Lyon dans le 9e arrondissement. Et là, on le revend avec une belle plus-value après-demain. Et ce qui va nous permettre de réaliser un TRI de 17% sur l'investissement. Alors pourquoi 17%? Puisque c'était un investissement qui était en obligation convertible avec un taux d'intérêt qui courait à 13%. C'est que quand on fait des investissements à court terme, ce qu'on va négocier, c'est d'avoir une durée d'intérêt qui va être minimale. En l'occurrence, c'était 9 mois. Là, l'opération dure 7 mois. C'est pour ça qu'on a un surplus de TRI sur cette opération. Très clair, et bien évidemment, hein, je précise qu'on a une basse scène, on parle que de ces sorties parce qu'il n'y en a que 4 à date, bien évidemment, qui ont été réalisées. Je te propose à présent, Guillaume, de faire un petit point sur le deal flow et notamment sur 3 dossiers qui sont bien avancés et qui, là encore une fois, illustrent cette stratégie diversifiée qu'on souhaite avoir. Et bien sûr, alors ce qu'on disait, c'était que on voulait être opportuniste sur les opérations de marchand de biens. Donc là, l'opération qu'on est en train de regarder, qui l'illustre le mieux, c'est une opération dans le 9e arrondissement de Paris. Donc c'est un petit immeuble qui est très bien placé près du métro, à moins de 100 mètres du métro, dans une rue qui est très prisée, notamment des jeunes actifs. On a des typologies qui sont de 20-30 mètres carrés à peu près sur l'ensemble des lots. Très peu de travaux à réaliser. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir cet immeuble à un prix qu'on estime être très bon aujourd'hui, puisqu'on est à un tout petit peu au-dessus de 8 000 euros du mètre carré. Avant, donc il y a un an et demi, ce type de typologie, 20-30 mètres carrés, ça se vendait 14-15 000 euros. Évidemment, on pense qu'aujourd'hui, ce prix de vente est réduit. Et donc là, on réalise une très belle opération. Si on arrive à vendre ça à 11,5, 12 000 euros du mètre carré sur une durée qui devrait durer entre 2 et 3 ans. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est une opération où on aimerait avoir un TRI d'à peu près 15% avec ce partenaire qu'on connaît bien. La promesse de vente est signée. On devrait closer euh, d'ici la fin de l'année, sauf évidemment en préemption typiquement de la mairie sur ce type d'opération. Les 2 autres dossiers, ça, on regarde pour passer rapidement dessus, ça reflète notre stratégie qui veut aller regarder les nouveaux dossiers sur le secteur de l'immobilier géré. Donc, on a un dossier dans le secteur des cliniques dentaires, un opérateur qui est très haut de gamme, donc qui est un peu à contre-courant du marché, qui vise plutôt à faire du volume. Donc, on est des entrepreneurs de grande qualité. On va faire un investissement d'à peu près 1,75 million d'euros, avec un objectif lui aussi de TRI de 15% à horizon 5-7 ans, dans le cadre de la cession de notre participation, soit à un autre fonds, soit de la vente de ce petit groupe de cliniques, qui a un positionnement qui est original par rapport aux autres et qui pourra peut-être faire l'objet d'un build-up par rapport à un des gros opérateurs du marché qui sont pour la plupart sous LBO. Dernier dossier, c'est même logique, résidence étudiante, nouveau secteur qu'on n'a pas adressé. Alors, les résidences étudiantes, c'est un secteur qui fonctionne bien puisqu'on a un vrai déficit d'offres sur ce marché. Il y a 15% des étudiants aujourd'hui qui refusent une mobilité puisque ils ne trouvent pas de logement adapté ou à un prix suffisamment bas. Et donc, c'est important de créer de l'offre dans les résidences étudiantes pour pouvoir combler ce marché-là. Et c'est vraiment l'objectif de cette opération. Merci Guillaume, et je crois savoir que tu as un pipe qui est aussi bien rempli. Oui, alors rapidement, puisqu'on arrive un peu au bout des 30 minutes qu'on s'était fixé avant de répondre à vos questions, on a un peu plus de 10 millions d'euros d'opportunités qu'on est en train de regarder, à la fois sur des opérations en marchand bien, dans Paris, à Lyon, et puis aussi notamment dans l'hôtellerie, où on a nos partenaires historiques qui nous apportent des dossiers encore très intéressants. Donc on se focalise là-dessus avec des transactions qui, pour la plupart, celles qui vont se réaliser, le seront plutôt sur le premier trimestre 2024. Merci Guillaume. Je te propose, si tu en es d'accord, avant de passer aux questions, de faire un petit point, parce que nos partenaires sont toujours attentifs, un point sur notamment les valeurs liquidatives de nos premiers fonds. Je pense notamment au Capital Imo, FPC Élévation Capital Imo, au FCPR Élévation Imo 1. Qu'est-ce que Voilà, tu peux nous dire? effectivement, donc on se focalise plutôt sur Capital Immo et sur Élévation Immo, puisque les 2 autres véhicules sont au tout début de phase d'investissement
Donc, on n'a pas encore produit leur première valeur liquidative. Donc, le message, en gros, à la fois sur Capital IMO et sur Élévation IMO, c'est qu'on a, depuis quelques mois déjà, effacé la courbe en J. Donc là, on a réussi à vous produire les valeurs liquidatives au 30 septembre pour ce webinaire. Alors, ça peut toujours évoluer à la marge, hein. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'elles étaient provisoires. Et le grand message, c'est que les VL sur le trimestre augmentent. Alors, c'est lié au fait que les fonds, déjà, sont investis à plus de 80-90%. Donc, on a pas mal d'investissements qui portent intérêt. Et donc, ça, c'est des produits pour le fonds qui font augmenter la valeur liquidative. Et ça permet aussi de compenser, dans certains cas, des prudences qu'on va prendre, notamment sur la promotion immobilière. Donc, on peut avoir des participations qui sont en retard sur le budget parce que voilà, c'est plus long de commercialiser aussi des projets. Dans certains cas, on va leur laisser la possibilité de nous payer des intérêts qui nous sont dus plus tard pour leur donner un petit peu plus d'air en termes de trésorerie dans le cadre du marché actuel. Donc là, on va faire des provisions sur ces intérêts qui nous sont dus. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les produits du fonds, donc à la fois les revalorisations comptables de participation, parce qu'il y a une option qui court, ou parce que ça produit de l'intérêt, donc des obligations ou des comptes courants, ça compense largement ces prudences qu'on a prises à la fois au premier trimestre et au deuxième trimestre. Et donc là, on est sur voilà, un trend qui, on pense, est le bon sur voilà, la création de valeur par nos véhicules d'investissement. Très clair. Et puis, bien évidemment, on vous mettra à disposition le support de présentation si vous le souhaitez, ou n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de vos directeurs de partenariat en région. Voilà sur la partie webinaire. Je vois qu'il y a une grosse cinquantaine d'inscrits. Donc maintenant, si vous le souhaitez, on va répondre à toutes vos questions, hein. Vous pouvez poser toutes vos questions, soit maintenant, on y répondra avec grand plaisir, soit bien évidemment dans un second temps, si vous le préférez. Alors, je crois qu'il y a déjà une première question. Guillaume, alors attendez, je vais m'ouvrir. Alors, je crois qu'il y a Pierre Godefroy qui vous dit bonjour, donc on lui redit bonjour. Je ne sais pas si Pierre, vous avez une question, sinon n'hésitez pas à la poser. Et moi, alors attendez, je regarde en parallèle parce que je vois qu'il y a une discussion plus. Alors, on a une première question qui est merci pour cette présentation, merci de votre disponibilité. Le fonds Remploi est-il toujours ouvert, Guillaume? Oui, absolument. Alors, le fonds Remploi a pris le relais de Capital Immo qui n'est plus éligible à la porcession depuis la fin du premier trimestre. Et donc, oui, le fonds Remploi, élévation du remploi est ouvert. On est en plein dans la première année de commercialisation de ce véhicule. Et pour rappel, il y aura une prime de souscription qui s'appliquera, je crois, à partir du 1er janvier 2024. Exactement. À peu près 2%. Tout à fait. C'est important de le rappeler. En général, vous n'avez pas de prime de souscription au démarrage. Et puis, au bout d'un certain temps, vous avez une prime de souscription pour créer une équité entre celui qui rentre au début et celui qui rentre un peu plus tard. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai assez souvent, et tu vas peut-être pouvoir y répondre, sur si quelqu'un veut rentrer sur le FPCI Élévation Capital IMO, sur quel VL il rentre. Alors, les investisseurs qui rentrent sur Capital IMO rentrent à prochaine valeur liquidative. Donc là, les investisseurs qui vont recevoir leur part là, avant le 20 octobre sont ceux qui ont investi sur la valeur VL au 30 septembre, donc celle qu'on vous a affichée tout à l'heure. Et à partir de maintenant, la centralisation des souscriptions de parts se fera à la prochaine VL, c'est-à-dire au 31/12/2023. Très clair. Une question, le FCPR est éligible seulement au PEA-PME et non au PEA? Tout à fait, hein, je le rappelle si on ne l'a pas précisé. Le FCPR est éligible au PEA-PME. D'ailleurs, on a pas mal de tickets via ce dispositif, mais il n'est pas éligible au PEA. Et une autre question, que deviendra le projet hôtelier HR après les Jeux Olympiques 2024? Alors, le projet d'HR, hein, c'est vraiment les JO 2024, ça va permettre un surplus d'exploitation, donc de vendre les nuits plus chères. Mais à la base, c'est un hôtel qui est très bien positionné et dont la logique première, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui viennent en région parisienne pendant un week-end, par exemple, et qui n'ont pas envie de payer ou pas les moyens de payer un hôtel à 150-200 euros dans Paris Intramuros. Là, on est au pied du RER A et bientôt du RER E. Donc, on va être à 20 minutes du centre de Paris. Donc, l'idée, c'est de capter toute cette clientèle-là qui représente finalement la majorité des gens. Et puis, par ailleurs, la zone d'HR, c'est une zone qui se construit beaucoup. Il y a un CHU juste à côté. Il y a le centre, un gros centre R&D de Stellantis. Ouais, il y a aussi toute une clientèle business professionnel qui va permettre d'avoir un taux d'occupation très important sur cet établissement. Donc, après
les JO 2024, c'est un établissement qui pourrait tourner avec un taux d'occupation je sais pas, de 70-80% à peu près. Merci Guillaume. Une question de Pierre. Je crois que tu en as dit un petit mot tout à l'heure, mais du coup, on peut faire un repréciser. Est-ce que les prévisions de rendement sont augmentées grâce à la remontée des taux d'intérêt? Première question. Et sur les VL du FCPR Élévation IMO 1, êtes-vous en ligne avec les objectifs initiaux ou bien est-elle impactée par d'éventuelles provisions? Alors, la première question, euh, évidemment, aujourd'hui, les investissements qu'on réalise, on a des taux d'investissement, ce que je disais un peu tout à l'heure, des taux d'intérêt pardon, qui sont plutôt entre 12,5 et 15%, là où quand on a lancé le fonds, on visait plutôt du 10-11% pour réaliser les objectifs du fonds. Donc, oui, et ça, c'est lié intégralement au fait qu'on reporte la montée des taux sur le coût de nos financements obligataires, et ça, c'est logique, hein, puisque c'est des instruments de dette, et donc, par essence, quand le taux sans risque augmente, bah, on augmente le coupon de notre obligation puisque la prime de risque reste la même. Donc, absolument. Ensuite, pour ce qui est des VL, alors évidemment, il faut être prudent par rapport aux objectifs de rentabilité du fonds, mais c'est un fonds qui est obligataire, le fonds Élévation IMO, et quand on l'a lancé, on était dans un environnement de taux d'intérêt qui était quasi nul pour le taux sans risque. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 3-4%. Et donc, euh, si cette situation venait à se prolonger, bah, l'objectif que nous, on viserait pour les investisseurs du fonds serait évidemment plus important que ces 7% nets, parce qu'encore une fois, la prime de risque reste la même. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une rentabilité de X% au-dessus du taux sans risque. Merci. Une dernière question peut-être, une question de Guillaume. Vous ne craignez pas un effet Grand Paris, un effet négatif du Grand Paris sur l'hôtellerie Grande Couronne après les JO? Alors, la façon dont nous, on fait nos investissements dans l'hôtellerie, donc j'en ai parlé de deux, hein, il y a celui d'Acher et celui qui est à côté du Stade de France. Nous, la façon dont on a fait nos business plans avec nos partenaires, c'était sans tenir compte des JO. Donc, nous, on veut des établissements qui créent de la valeur sans que la performance liée aux JO soit évidemment normalisée. C'est un surplus d'exploitation, mais nous, du coup, on a bien fait une analyse de marché et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur l'hôtel d'Acher, hein. Il y a le centre Stellantis, le CHU. On est à 20 minutes de Paris à 80-90 euros la nuit. Donc, les fondamentaux sont évidemment intrinsèquement liés à l'emplacement de l'hôtel et pas au fait qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont venir dans Paris, qui vont nous permettre voilà, de vendre des gens beaucoup plus chers pendant quelques mois l'année prochaine. Donc, non, on ne craint pas d'effet négatif, mais justement, on espère profiter justement de surplus d'exploitation qui n'étaient pas forcément factorisés dans la valorisation au moment où on a fait les opérations. Très clair. Je regarde si on a une dernière question, une question de Philippe. Avez-vous renforcé vos sûretés compte tenu du contexte? Alors évidemment, dans le contexte actuel, la première réaction qu'on a quand on investit sur des opérations immobilières, c'est qu'on va aller chercher des opérations avec plus de marge et prendre beaucoup de prudence, notamment sur les prix de sortie. Donc c'est ça qui va nous permettre en premier lieu d'avoir un remboursement de nos obligations et puis de capter les taux d'intérêt qui leur seront associés, hein. C'est vraiment ça notre métier. Et évidemment, on prend des sûretés avec nos partenaires pour permettre de garantir le remboursement dans certains cas et donc, ça va être des cautions perso, des GAPD quand on va financer une opération pour un groupe. Ça peut être une fiducie sûreté. Ça peut être une hypothèque de premier rang sur l'actif quand il n'y a pas de dette bancaire. Donc, ça, c'est des cas de figure qu'on voit de plus en plus hein, parce que l'écart entre la dette bancaire et le coût de notre financement, c'est un peu réduit. Et puis, il y a moins de financement bancaire aussi. Donc, ça nous permet, nous aussi, de nous positionner sur ce type d'opération. Donc, on prend toujours les mêmes sûretés qu'on prenait avant. Et comme elles sont globalement très importantes, ce qu'on va juste vérifier en plus, c'est la solvabilité quelque part de notre partenaire quand on va prendre une GAPD, qui va être du coup un facteur beaucoup plus important dans l'environnement actuel où voilà, il y a des taux d'intérêt qui sont plus élevés et donc les bilans des entreprises qui sont du coup plus tendus dans l'environnement actuel. Très clair. Merci pour ces rappels, Guillaume. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si jamais il y a des questions,
N'hésitez pas à nouveau à vous rapprocher de vos directeurs des partenariats ou à nous les envoyer en direct. On était ravis d'animer ce webinaire aujourd'hui avec toi, Guillaume. Merci à nouveau à tous nos partenaires qui nous ont suivis aujourd'hui. On vous souhaite bien évidemment une très bonne fin de semaine, un très bon mois d'octobre et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire Interinvest. Merci Guillaume. Merci à tous. À Bonne bientôt. journée à tous.